Bienvenue sur le grand plateau de Marius en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sur Kinshasa Télévision. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'émissions où nous rendons hommage à des gens qui ont créé ce monde de médias à notre image. Nous rendons hommage aux légendes de la presse congolaise, aux légendes de la télévision congolaise, ceux qui ont créé le parcours sur lequel nous sommes en train d'avancer aujourd'hui. Et l'un d'entre eux, c'est mon invité du jour, Monsieur Charles Dimandja Wembi, qui nous fait le plaisir d'être sur ce plateau. Monsieur Dimandja, bonjour. Bonjour, Monsieur Marius. Merci beaucoup d'accepter d'être mon invité sur ce plateau du grand plateau de Marius. Oui, mais c'est plutôt moi de vous remercier pour cet honneur que vous me faites de passer un moment avec moi sur un plateau de télévision, réveillé de vieux souvenirs, des moments que nous avons passés ensemble à TKM. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve encore aujourd'hui. J'espère qu'on va évoquer cet aspect de notre parcours. Votre parcours plutôt. Je suis honoré parce que je rappelle, pour beaucoup qui me suivent, ils savent que j'ai commencé bien sûr à Kikwit les médias. J'arrive à Kinshasa. Vous étiez à l'époque directeur de programme, directeur des informations à TKM. Je veux dire honnêtement que quand j'arrive, j'étais qu'un petit animateur. Je ne pouvais même pas m'approcher de vous parce que vous étiez le monsieur information de TKM, une grande chaîne respectueuse. Et quand vous présentiez les journaux, tout le monde savait qu'il y a du sérieux dans ce journal-là. Et vous m'avez vu venir, vous m'avez vu grandir. Vous avez toujours été là pour m'aider à m'améliorer d'une façon ou d'une autre, même jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, vous avoir sur mon plateau, c'est un privilège, c'est un rêve aussi, d'une certaine façon. Quand j'arrivais à TKM à l'époque, jamais dans mes rêves les plus fous, je pouvais imaginer vous recevoir sur mon plateau. Donc, merci pour cet honneur. Merci aussi pour cette amitié que vous me faites de m'associer à l'aventure de Kinshasa Télévision. Je revois encore cette image dans le bureau de Jean-René Lumbana Kapasa, qui était directeur général de la chaîne. Quand vous êtes arrivé, un peu frais et mollu, un peu rassuré, pas rassuré de vous, lui proposer d'animer des émissions à la radio. C'est quelqu'un qui avait un feeling terrible, il savait détecter les talents. Monsieur Lumbana Kapasa. Je crois qu'il a tout de suite, il vous a adopté. Je pense qu'il a repéré quelque chose. Parce qu'en fait, il a un passé radiophonique d'abord. Ouais. La télévision est venue après, chez lui. C'était d'abord un homme de la radio. C'est comme ça qu'en parlant avec vous, il a pu tout de suite senti quelque chose. Et quelque chose, c'est comme ça que non, mais il vous a immédiatement adopté. Il m'a tapé plusieurs fois sur la tête sur ma façon de poser des questions. Je sais que le premier exercice était avec Jean Goubal, un artiste qu'il admirait, mais il était fan de Jean Goubal. Oui. Tellement fan que quand il parlait de lui, il avait des larmes aux yeux. Et la première émission sous sa supervision, c'était que je devais recevoir Jean Goubal dans un studio radio. J'ai dû reprendre plusieurs fois des questions. Je voulais lui dire merci parce que c'est vraiment des gens qui beaucoup de gens oublient souvent Jean Goubal, si Jean Goubal est connu aujourd'hui. C'est grâce à monsieur Lumbana Kapasa. Grâce à vous. Oui, grâce à vous aussi. D'une certaine façon. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait de goût de musique éclectique. Ah non. Ouais. C'est une bibliothèque, Jean-René Lumbana. J'espère qu'un jour, j'aurai également le privilège de lui rendre je crois hommages. Quand il crée l'émission Lipopo et Banganga, qui a été dupliquée après de manière... En fait, lui, dans sa vision, c'était quoi? Revisiter la vie à Léopoldville. Ah non, mais c'était un voyage sentimental terrible dans le temps. Alors, parlons de vous. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une icône de la télévision congolaise. Vous avez vu la télévision se créer. Vous avez vu passer des présidents de ce pays. Vous nous avez vu venir. Parlez-nous un peu de vos amours avec la télé. C'est quand que ça commence cette aventure? Vous savez, l'amour, on ne sait pas le définir. C'est une longue histoire. Mais en fait, la passion pour vraiment est devenue très forte. C'est en 74, à la mort du président Pompidou. En France, je découvre France Inter, je découvre Jean-Pierre Elkabbach et toute l'équipe qui travaillait avec lui. Et c'était bien tombé parce qu'à l'époque, ma sœur m'avait offert un grand poste de radio, Grouding satellite.
Je dormais avec. C'était pour mon oreiller. Ouais. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, ce métier, enfin, j'ai trouvé ma voie. Alors, comme je faisais, j'étais au collège en section littéraire, et il y avait chaque fois des concours de connaissances générales, et j'excellais toujours. Et je suis tombé sur un prof de religion qui était un passionné de la lecture. C'est lui qui m'a fait découvrir le journal Afrique chrétienne à l'époque, pendant la guerre des 6 jours, la guerre israélo-arabe. Après, il s'est mis à nous raconter l'histoire de cette guerre. C'est comme si il était là, alors c'était vraiment merveilleux. C'est comme ça que je me suis dit, dès que j'ai la première occasion de faire ce métier, je l'embrasse. Alors c'est arrivé après mes études secondaires au collège Sacré-Cœur à Kisangani. Des sergents recruteurs comme dans l'armée, des lististes sont passés par Kisangani pour un concours d'entrée. C'est comme ça que j'ai participé au concours d'entrée à l'ISTI. Je suis venu faire le journalisme à l'ISTI. Ah, est-ce que vous êtes de Kinshasa? Vous êtes né ici et grandi ici? Non, non, moi je suis né à Lubumbashi. Je grandis un peu à Kisangani. Et puis bon, j'ai longtemps, depuis lors je vis ici à Kinshasa. Et votre entrée à la chaîne nationale, à la RTNC, vous avez fait en fait, une grande partie de votre parcours? De nature, je suis un esprit libertaire. Après mes études à l'ISTI, après avoir passé beaucoup d'années de stage à l'ISTI, je voulais aller trouver du travail ailleurs. Par 2 fois, j'ai tenté d'entrer dans l'enseignement au Congo-Brazzaville. Je me rappelle avec mon frère aîné qui est décédé. Pourquoi ailleurs? Pourquoi Congo-Brazzaville? Parce que je voulais pas travailler à la RTNC au fond, au départ. Pourquoi? Bon, c'était une télévision du parti. Il fallait se mettre aux ordres. Oh, moi, par principe, je n'aime pas sentir un pouvoir qui pèse sur moi. Alors, je me disais, bon, vous allez aller à la RTNC, vous allez chanter le moutisme tous les jours. Moi, ça ne cadrait pas avec ma philosophie. C'est comme ça que par 2 fois, j'ai tenté de trouver de l'embauche à Brazzaville, dans l'enseignement. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Je suis rentré ici. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller à la RTNC. J'y allais. Bon, dans les studios, comme j'avais déjà un passé de stagiaire là-bas, bon, ça a pu faciliter les choses. Je n'étais pas encore engagé. Je faisais partie de ce qu'on a appelé les marginaux avec Baudouin Kamanda, le président des... Les marginaux. Les marginaux. Ça veut dire? C'est-à-dire, nous travaillions sans être payés. On était des collaborateurs extérieurs, bénévoles. C'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est quand qu'on vous découvre? Bon, lorsque la RTNC, disons, la voix du Zaïre devient Office national des radiodiffusions et de télévision, on recrute en ce moment-là. J'ai écrit une première lettre de demande d'emploi. Bon, on me dit non, la maison est en restructuration. Dès qu'il y aura opportunité, on fera appel à vous. Alors, bon, je continuais à aller à la rédaction. Je travaillais à l'époque sous la supervision de Simon Mohamed Mbaye Kabunda avec Tarsis Kassongomouema. Je me rappelle un jour, en me voyant griffonner les dépêches, tout ça, il dira à Mbaye Kabunda, il faut prendre ce jeune homme. Il a de l'avenir. C'est comme ça qu'il va m'encourager à écrire pour la 2e fois pour postuler un emploi à la RTNC. Et avec son appui, l'appui de Simon Mohamed Mbaye Kabunda, et monsieur Kassonga Mbonga, qui était à l'époque directeur de l'information, signera ma lettre d'engagement. C'est un peu, quand je vous entends parler, c'est comme si c'était les mêmes histoires qui se répètent pour des gens qui vont loin. C'est toujours la partie du genre, ça n'a pas été facile. La première fois, la 2e fois, j'ai essayé, et puis finalement, il y a eu... Est-ce qu'il faut toujours passer... Il ne faut jamais renoncer. Quand on a des ambitions, on a une vision dans la vie, il ne faut jamais renoncer. Je voulais être journaliste. Et là, j'avais l'opportunité, malgré la première rebuffade. Je suis revenu, j'ai persévéré. C'est comme ça que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Vous êtes devenu journaliste, mais un journaliste très respecté. Vous faites un nom, une image qui incarne
presque la rigueur. Moi, je vous avais jamais vu rigoler à TKM. Je vous avais jamais vu rire. Voir votre rire, c'était cette image que vous avez présentée. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes, ou c'est un rôle que vous jouez quand vous êtes à la télé? Non, je suis convivial. Ouais. Mais lorsqu'il s'agit de faire le boulot, on ne rigole pas. Le travail, c'est le travail. Moi, je me rappelle, je suis passé entre les mains des gens, des mains expertes. Un type comme Jean-René Lumbala Kapassa, lui, c'est d'abord les résultats. Un monsieur comme Kassongola, c'est d'abord les résultats. Koué Kimpele, c'était ça. Moi, j'ai travaillé avec ces gens, j'ai vu combien ils étaient rigoureux. Apparemment, ça vous semblait facile, mais écrire une phrase en français qui arrive à accrocher, c'était pas facile, hein. C'est pas facile. Alors, vous dites que vous avez hésité à 2 reprises de travailler à la RTNC, à la Voix du Zaïre à l'époque, parce que justement, c'était un instrument des résonances du pouvoir. Mais vous acceptez quand même, vous le faites. Je le fais malgré moi parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Mais en même temps, c'est différent du journalisme que vous aviez appris. Ouais. Être journaliste dans cette période où il ne faut dire que du bien du pouvoir. Oui, des années de plomb, c'était compliqué. Vous savez, parfois, on se retrouvait en porte-à-faux par rapport à votre conscience. Vous donnez des informations tout en sachant que ce que vous étiez en train de dire n'était pas exactement conforme à la réalité. Il fallait toujours encenser le maréchal. Même quand il n'avait rien fait, il fallait toujours revenir sur les informations de la veille. Mais avec le temps, psychologiquement, intellectuellement, ça usait. Comment on se sent à faire ça? C'est comme si on est en train de pécher. On est conscient. Oui, on viole sa conscience, quoi. Ouais. On se dit, mais c'est pas le journalisme que j'avais appris à l'ISTI. Moi, on m'avait dit, c'est de faire l'information, mais pas le culte de la personnalité. Pas le culte de la personnalité. C'est comme ça que, à la première occasion, lorsque Mobutu libéralise, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça, oui. Justement. Ben, on en profite. On en profite. Et vous partez, vous quittez finalement la RTNC, mais vous quittez malgré vous, simplement parce que vous avez cru en quelque chose. Racontez-nous un peu l'histoire. Au changement. Parce Racontez. que, vous voyez, le 24 avril, Mobutu a entrouvert les portes de la démocratie, de la libre expression, de l'expression plurielle. Ben, on s'est dit, on en profite. Mais on a senti quand même des pesanteurs. Comment avez-vous profité, par exemple, de cette libéralisation? Oui, parce que au lendemain du discours du maréchal Mobutu, la RTNC était d'ailleurs le dernier bastion du mobutisme. La démocratie dans la presse, c'était dans la presse écrite. Ce n'était pas la radio, ce n'était pas la télévision. Mais alors, à la cité, comme les gens nous suivaient, on commençait à être menacés à la cité. Moi, je me rappelle dans mon quartier un jour, des jeunes gens faisaient du boucan. Alors, j'avais envoyé un de mes neveux pour leur dire de faire moins de bruit. Alors, ils se sont mis à l'insulter, à le menacer, à me traiter de tous les noms des moboutistes et tout. Alors, je n'étais pas le seul. Il y en a beaucoup comme ça qui étaient dans mon cas. Ah ben, une fois à la rédaction, on a pris conscience qu'on devait faire quelque chose. Alors, on a commencé à réfléchir. C'est comme ça qu'un certain 11 mai, on va écrire une lettre collective signée par tous les membres de la rédaction qu'on enverra au maréchal Mobutu pour demander beaucoup plus de liberté à la radio et à la télévision à l'époque. C'est comme ça que nos aventures a commencé. Et donc, comment il réagit à votre lettre? Bon, enfin ça... Qu'est-ce que vous demandiez exactement? Avoir plus de liberté. C'est-à-dire? Puisque nous inscrire dans l'heure des temps. Mobutu avait dit que chacun était libre de s'habiller, et c'était la démocratie. Cravate. Oui, mais nous, on continue à nous dire à la RTNC, la démocratie, c'était pour les autres. Vous, le maréchal, avait confiance en vous, tout ça. Et puis, nous traversions une situation professionnelle, sociale, très compliquée. On n'avait presque pas un salaire conséquent. Hein? Nous qui étions de pères de famille, alors on s'est dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit dans l'heure de temps, on écrit au maréchal. On réclame un peu plus de liberté. Évidemment, on a rencontré des pesanteurs.
Je me rappelle, par exemple, pour mettre la cravate, on a dû attendre. J'étais pas toujours d'accord avec notre directeur de l'information à l'époque, Kassonga Mbonga. Un jour, je l'ai vu au collège, Boboto, parce que nos enfants étudiaient là-bas. Je lui ai dit que ce soir, je vais mettre la cravate. Il m'a dit, bon, à tes risques et périls. Alors, vous avez pris le risque. Bah oui, j'ai mis la cravate. Ce n'était pas c'était pas une bravade. Parce qu'après, tout le monde peut mettre la cravate. Tout avait dit, vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez. Ouais. Moi, jamais, je ne mettrai jamais en costume cravate. Mais en fin de compte, au fil du temps, on l'a vu, mettre la cravate et mettre un costume. Et la cravate vous a coûté cher. Donc, après avoir mis cette cravate. Après avoir mis la cravate, j'étais déjà répertorié comme un agent dormant de l'UDPS. Parce qu'à l'époque, la cravate, c'était le symbole d'appartenance à l'UDPS. Ouais. C'est comme ça que moi, j'ai été répertorié comme un agent dormant de l'UDPS dans la maison. Même s'il faut dire quand même que vous avez côtoyé Étienne Tshisekedi Ouamourou. Oui, je suis devenu à un moment donné directeur de service de presse à la primature, pendant la période de la conférence nationale. Et là, vous l'avez rencontré. Je l'ai rencontré. C'était parce que vous avez montré que vous pouvez porter une cravate que vous avez eu ce privilège de le rencontrer? Bon, je ne sais même pas comment je suis arrivé là-bas. J'étais chez moi, tranquillement à la maison. J'ai vu ma nièce Élisée Dibanja, qui est venue me dire, mais tonton, il faut demain aller à la primature. Vous voyez tel monsieur. Je suis allé voir celui qui était le secrétaire particulier du Sphinx. Je lui ai dit, bon, je suis là. Il dit, non, c'est le Sphinx, personnellement, qui vous a pointé du doigt. Il vous a choisi comme le directeur de service de presse ici. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Je n'avais jamais écrit une lettre de demande d'emploi. Je n'ai jamais fait état de mes services comme combattant de l'UDPS. Mais vous avez travaillé là-bas pendant combien de temps? Bon, parce qu'il n'est pas resté longtemps. Hein. Oui, pendant le temps qu'il est resté là-bas. Et puis après, bon, Mobutu est venu nous évacuer Manu Militari. C'est à ce moment-là que la traversée du désert a commencé pour moi. Donc là, vous partez de la RTNC. Je pars de la RTNC. Bon, j'ai fait des petits boulots. Hein. Comme j'avais une voiture, il fallait bien faire vivre ma famille. Je suis devenu taximan, mécanicien aussi. Mécanicien? Oui. Parce que je n'avais pas l'argent pour payer la réparation. Mais de quelqu'un qu'on voyait une star de la télé, parce qu'à l'époque, vous passez une fois à la télé, vous êtes connu, vous passiez tous les soirs, donc tout le monde vous reconnaissait. Alors comment vous vivez ça? Vous savez, quand il y a l'expression en Swahili qui dit que quand vous mangez avec les couverts, n'oubliez jamais que vous avez commencé à manger avec la main. Quand je me suis retrouvé dans cette situation, moi, ça ne m'avait pas tellement bouleversé. Non, au contraire, ça m'a permis de côtoyer le monde d'en bas. Le monde qui me regardait de haut. Et c'est comme ça que j'ai pu me familiariser avec les problèmes des populations. Alors, donc, et c'est à quel moment? Parce que quand je vois votre parcours, et à plusieurs reprises, j'ai vu des photos de vous, je vois que vous êtes avec les militaires. J'étais un peu curieux de savoir, parce qu'on sait que le monde de militaires, de l'armée, c'est un monde qui est très difficile à pénétrer, surtout dans un pays comme le nôtre. Enfin, ça peut être partout. Il y a des choses auxquelles les journalistes n'ont pas accès, mais je vous vois même en tenue militaire. Racontez, c'est quoi cette affaire? C'est par le canal d'un collègue de classe au collège Kisangani qui est devenu magistrat militaire et qui travaillait avec le général Ikulia, qui était secrétaire d'État à la Défense nationale, l'équivalent de vice-ministre. Mais en fait, le ministre de l'Information, c'était Mobutu, mais celui qui faisait tout le travail, c'était le général Ikulia. Alors, c'est quelqu'un qui aimait la qualité, le talent. Il dira à cet ami-là de lui trouver un journaliste qui correspondait à ce portrait-là. C'est comme ça qu'il m'avait amené au général Likulia. Je passerai le test sans le savoir. Ce que je causais avec lui, il me demandait qu'est-ce que je savais faire, qu'est-ce que je pouvais faire pour
Mais pour lui, est-ce que j'étais prêt à accepter les contraintes de l'armée? J'ai dit oui. Et surtout que, enfant, je rêvais aussi Devenir militaire. Alors, c'était une occasion pour moi d'approcher de près la Grande Muette. Ouais. Et la Grande Muette, vous l'avez presque pénétrée. Vous en savez sûrement des secrets. J'ai vécu la vie des militaires. C'est-à-dire? De plouc. C'est-à-dire, j'étais avec les hommes de troupe, j'étais avec les officiers. C'est comme ça que j'ai connu ce monde-là. Mais pas au front quand même, parce qu'à l'époque, c'était plus ou moins... Non, à l'époque, il n'y avait pas de guerre. Ouais. Mais quand il y avait des manœuvres militaires, j'étais dans les mêmes conditions que les militaires. C'est comme ça que vous m'avez vu en tenue militaire. On venait d'assister à une manœuvre avec aéroportée avec des GIs, des troupes d'élite américaines. L'exercice consistait à larguer des troupes de nuit à bord de C-130, tout feu éteint. C'était à l'aéroport de Kolwezi. Et vous devriez couvrir ça? On devait couvrir ça. C'est comme ça que je me suis retrouvé en tenue militaire. Donc ça montre que vous êtes un journaliste de terrain. Vous connaissez le terrain, même dans des... L'armée, c'est vraiment une institution qui n'est pas totalement inconnue. Ouais. De moi, d'ailleurs, il faut poser la question à l'actuel porte-parole de l'armée. On était presque ensemble. D'accord. Alors, maintenant, vous arrivez, c'est là que vous distinguez, notamment parce que vous rencontrez la liberté de vous exprimer en tant que journaliste à TKM, qui est une chaîne qui appartenait à un moboutiste. Un journaliste d'abord, Monsieur Ngongolo Père Sonam, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était le patron de TKM. Et vous arrivez donc à TKM où vous vous exprimez. C'est une chaîne qui appartient à un proche de Mobutu, mais vous exprimez librement en tant que presse. Enfin, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Un soir, je suis à la maison chez moi, au Lengankoy. Viens chez moi à la maison la nuit, parce que la consigne était que chez moi la nuit, quand vous venez me chercher, je ne sors pas. En fait, il avait eu le malheur de rencontrer ma belle-mère qui habitait chez moi. Il lui dira qu'il était mon frère et qu'il venait me voir. Alors on est venu me poser la question, est-ce que vous connaissez un tel? J'ai dit, encore, je connais. Qu'est-ce qu'il vient faire chez moi à 22 h? Je ne comprenais pas. Je dis à ma belle-mère, laissez-moi aller me voir. J'ai vu, j'ai dit, mais Jeff, qu'est-ce que vous... Oh non, c'est ton frère qui m'envoie. J'ai dit non, je viens d'être avec mon grand frère tout à l'heure. C'est pas lui qui t'a envoyé. Il me dit non. Il dit, je sais que tu vas exploser. Parce que le courant ne passait pas entre le ministre Ngongo à l'époque, plutôt, il était député, je crois, à l'époque, et moi, parce qu'on avait de petites querelles au niveau de l'ISTI, parce c'était nos aînés à l'ISTI, et quand il est devenu ministre de l'information, c'était à l'époque là qu'on avait été révoqué de la RTMC. Alors quand Lengankoy est venu me voir, il me dit non, c'est lui qui m'a envoyé. J'ai dit, niet, je ne travaille pas avec lui, je le connais, tout ça. Et pendant que j'ai discuté avec Lengankoy, mon épouse était derrière. Parce qu'on galérait à l'époque. Hein. Alors j'ai entendu, on m'a donné, il a dit à Lengankoy, va lui dire qu'il est d'accord. C'est elle qui décide à votre place. C'est elle qui décide. Oui. Je me retourne, je la regarde, je dis, mais de quoi te mêles-tu, l'histoire des hommes? Il dit, non, s'il ne veut pas avec moi, je vais venir demain. Comme on ne va pas continuer à souffrir comme ça. Après réflexion, je dirais à Lengankoy, bon, je suis d'accord, mais... À certaines conditions. À certaines conditions. Et parmi les conditions, c'était? Bon, qui n'interfère pas dans la rédaction. Ça, c'est un. Et que moi, je me garde de m'en prendre à Mobutu. Parce que c'est la seule personne qui pouvait nous sauver, nous protéger quand on avait des problèmes. Et c'est ce qui était vrai. Parce que Ngongo était presque en conflit avec le groupe notamment de Kengo à l'époque. Donc, il fallait éviter de gratigner le maréchal, mais ses autres collaborateurs, on pouvait s'en donner à cœur joie.
Ok, et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce qui a créé aussi la crédibilité du journal de TKM. Parce que nous, dès le départ, on s'était dit, notre ligne d'éditorial, c'était les problèmes des populations. D'aller voir les gens qui souffraient, leur accorder la parole. Alors, vous voyez, à l'heure des grandes audiences, le journal télévisé à 19h30, un enfant qui donne son point de vue sur la marche du pays, c'est quand même assez osé à l'époque. Mmh. Mais quand le président Laurent Désiré Kabila arrive, à plusieurs reprises, avec Monsieur Sakombi Nongo, comme je m'en souviens, parce que j'étais alors à TKM, comme ministre des Informations, de l'information, je crois, à plusieurs reprises, TKM a des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est un problème tout à fait privé qu'on a essayé de politiser à l'époque. En fait, M. Sakombi avait un problème avec M. Ngongo, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la profession. C'était des problèmes strictement privés. Alors, comme il était devenu ministre de l'Information de Djemouze, il en a profité pour régler des comptes à Ngongo. Je me rappelle, un jour, il nous convoquera, Lumbana et moi, au 19e niveau de la tour administrative. De la RTNC? De la RTNC, parce qu'à l'époque, le gouvernement, enfin, entre guillemets, venait de prendre la mesure de confisquer TKM. Et d'en faire RTNC 4, 3? Quelque chose comme ça. Ouais. Alors, on avait lu l'information dans la référence plus, je crois, mais on n'a jamais vu le compte rendu à la télévision à l'époque. De la réunion du gouvernement qui avait décidé de prendre le TKM. Et moi, on ira faire la mise au point à la référence plus pour dire que c'est une décision cavalière. Le gouvernement n'a jamais décidé de confisquer TKM. Alors, c'est Sakombi Nongo à ce moment-là était au Togo, je crois. Alors, son précaré avait eu le temps de récupérer le journal, de lui faire lire. C'est comme ça que nous avait convoqués, Lumbana et moi, au 19e pour nous tenser et nous menacer. C'est-à-dire? D'arrestation. Parce qu'on avait remis en cause la décision du gouvernement, au fond, qui n'a jamais existé. C'était la première tentative. Non, la deuxième tentative de confiscation, parce que la première, c'était l'Obéma. Ils sont arrivés à incendie, ils ont dit que bon, pour des raisons d'intérêt public, on va étatiser TKM. En fait, on savait que c'était des manœuvres politiques. Heureusement pour nous, on avait un jeune journaliste qui s'appelle Gabi Kwambamba, qui était ami. Professeur Kwambamba, que je salue. Oui, ouais. Qui était ami à Obé Minakou, qui était conseiller de Cheo Kitundu, ministre des Droits humains. C'est comme ça que par le canal de Gabi Kwambamba, on entrera en contact avec Monsieur Minakou, qui nous présentera à Cheo Kitundu. Après l'entretien, à l'époque, le ministre, ou plutôt le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le nom va me revenir, Mary Robinson, je crois, Mary Robinson, venait en visite au Congo parce que la confiscation était quand même fait du bruit sur le plan international. Alors, elle était en visite ici. Alors, monsieur Kissacho, qui nous fera une déclaration forte pour rejeter la mesure prise par l'Obéma. Ça ne se justifiait pas parce que l'État avait déjà un grand moyen d'information et de communication qui était la RTNC. La RTNC. Et qu'est-ce que TKM allait apporter de plus? Alors donc, là, vous avez vécu tout ça en tant que directeur des informations. C'était quand même, je me souviens, là j'étais déjà à TKM et puis après, je me souviens du journal, du premier journal, parce que la TKM était devenue RTKM et le journal de retour, c'était, vous étiez en train de lire ce communiqué ou je crois cette ordonnance ou l'arrêté. Oui, restituant TKM. Restituant TKM et tout de suite après, on a remis le logo de TKM. TKM quand même, revenons-en, c'était quand même une grande école. Enfin, c'était une grande école parce que tous ceux qui sont passés par TKM, partout où ils se trouvent,
On le remarque. Ben oui, mais quand on avait comme encadreur des journalistes chevronnés, on ne pouvait qu'être meilleur. Vous aviez d'abord le président de la chaîne, c'était un ancien journaliste, Jean-René Lumbana Gapasa, c'est un grand journaliste, Kiba Michintoa, c'est un grand journaliste. Alors, je ne vois pas comment vous ne pouviez pas ne pas être... Parce que Kiba Michintoa est passé à RTKM aussi, ouais, comme présentateur du journal. journal. Donc, on avait cette philosophie-là, d'inculquer d'abord aux jeunes le sens du devoir, l'amour du travail bien fait. Quand on voit votre parcours d'un journaliste qui a bâti sa carrière dans une sorte de non-liberté, une grande partie, avec la RTNC, et vous voyez aujourd'hui comment le monde avance, le journalisme aujourd'hui, est-ce que vous remettez en cause ce que vous avez fait en tant que journaliste, ou vous vous dites j'espérerais ou j'aurais espéré qu'à notre époque c'était comme aujourd'hui, comme ça on pourrait vivre quand même librement ce métier? Vous savez, la liberté implique toujours la responsabilité. Hein. Mais aujourd'hui, c'est plus de licence que d'une liberté responsable. Et ça a toujours été mon grand regret, de voir que le journaliste ne soit pas un acteur social crédible. Ça, c'est mon grand regret, de voir qu'aujourd'hui, l'amour, le sens de ce métier est complètement délité. Il suffit d'avoir un smartphone, on s'enferme dans sa chambre, on se proclame journaliste. Ça fait très mal. Quand je pense que moi, pour devenir journaliste, j'ai dû faire 5 ans, 3 ans de graduat et 2 ans de licence. Et qu'on me dise aujourd'hui, qu'en 3 mois, en 6 mois, on peut former un journaliste, je trouve que c'est de l'escroquerie, ça. L'escroquerie. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et surtout quand je vois des gens formés dans ces conditions-là m'appeler confrère, quelque part, j'ai dit que c'est pas juste. Mais est-ce que c'est pas l'époque qui change, parce que les réalités sont plus les mêmes? Nous avons des nouvelles technologies dont il faut profiter, et que les choses qui pouvaient prendre des années avec l'intelligence artificielle prennent quelques minutes. Mais cela ne vous autorise pas. Vous devez savoir raison garder. Cela ne vous autorise pas à manipuler les gens aujourd'hui. Avec les nouvelles technologies de l'information, nous sommes en pleine intelligence artificielle. On peut copier votre voix et l'utiliser à d'autres fins, par exemple. C'est très dangereux, ça. Ça, c'est un côté dangereux. Oui. Mais il y a des côtés où le travail qui devait être fait pendant le travail qui a été fait, en 5 minutes. On nous a facilité la tâche avec les nouvelles technologies de l'information. Mais il faut avoir une conscience. Le journalisme est un métier codifié. On n'y entre pas comme dans un moulin. Il y a un cursus qu'il faut respecter. Vous avez été à l'université à Kikwit. Vous êtes venu à TKM. Il y avait des professionnels là-bas. La preuve est là. La preuve est là aujourd'hui. Vous êtes la preuve de quelqu'un qui avait un amour vraiment vrai, authentique pour ce métier. Et vous êtes parti aux États-Unis. Vous avez approfondi la formation sur les médias. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à tous ceux que ce métier fait rêver, d'accepter ces contraintes-là. Alors, disons qu'après TKM, vous avez continué, même si c'était quand même pour tous ceux qui ont travaillé à TKM, moi notamment, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle je suis parti à Raga, TKM se mourait à petit feu, jusqu'à ce que, voilà, c'est fini, on n'en a plus. Est-ce qu'il y avait une raison à ça? C'était quand même un nom. TKM, c'était... Je crois que la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est le promoteur lui-même. Parce que je me rappelle, à son retour d'exil, nous sommes allés le voir, l'équipe dirigeante, nous sommes allés le voir chez sa mère à Rwanda, pour qu'il nous explique sa nouvelle vision par rapport à la nouvelle donne politique. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et vous êtes, oui, après TKM, vous êtes allé, vous avez géré notamment la rédaction de la radio catholique. Catholique, oui. Et puis vous avez été aussi à Lubumbashi pour gérer une chaîne privée. Mais on ne vous a presque plus vu. Vous n'avez pas été présent. Est-ce que c'est à cause de la concurrence qui fait qu'on ne vous remarque plus, ou c'est parce que vous n'avez pas eu suffisamment d'espace pour vous exprimer comme il faut?
Pourquoi j'avais plus du recul par rapport à la profession? Parce que je voyais comment le métier était en train d'être dévalorisé par les politiciens. Tout simplement. Ils ne voulaient plus de vrais professionnels. Parce que nous étions exigeants. Nous avons une morale. Nous avons une éthique. Nous respectons le code d'éthique et déontologie. Donc moi, je ne peux pas accepter d'être le porte-voix d'un politicien, par exemple. Bon. Moi, j'ai été formé comme journaliste, pas comme communicateur aujourd'hui. Non, moi, j'étais formé comme journaliste. C'est comme ça que j'ai dû prendre le recul. J'ai dit, bon, autant accepter de souffrir, d'essayer de se frayer soi-même un chemin. C'est comme ça que je me suis intéressé à la production. Oui, vous faites, vous faites toujours vos propres productions. Vous avez des partenaires avec qui vous travaillez. Oui, je travaille avec les organismes internationaux. On va peut-être finir par là. Vous nous faites le plaisir, en tout cas moi personnellement, d'accepter de conduire la rédaction de cette nouvelle chaîne qui vient de naître, Kinshasa Télévision, même si on n'a vraiment pas les moyens de vous payer. Vous acceptez de le faire pour l'encadrement des jeunes. La question principale, je sais que bon, on en parle chaque jour pour voir comment on peut faire les choses. Mais qu'est-ce que vous voulez ou vous voulez apporter à ces jeunes? Ouais, je voudrais partager d'abord mon expérience, les écouter davantage et peut-être les aider à s'améliorer. Le journalisme, ce n'est pas peut-être ce qu'ils s'imaginent. Et quand on a un micro, on a une plume, on a plus de pouvoir que les autres. On est au-dessus de la loi. Vraiment. C'est un métier qui est codifié, c'est un métier qui est réglementé. Donc je voudrais vraiment qu'ils deviennent de vrais professionnels, qu'ils sachent chercher l'information, la traiter et la diffuser pour le bienfait de la société. Ce serait quoi, je voudrais dire, votre ligne, la marque, votre ligne éditoriale pour les informations de Kinshasa Télévision? Je l'ai dit l'autre jour du lancement de la chaîne, c'est les problèmes de population. On n'en parle pas assez. On voit plus de politiciens, de PDG, mais les petites gens qui luttent au quotidien pour survivre, on ne voit jamais les efforts qu'ils font. Je crois qu'ils méritent quand même qu'on jette la lumière sur ces gens-là. Je crois que sans ce qu'eux, ils font tous les jours, ces pays n'existeraient pas. Le pays n'existerait pas. Quelqu'un vivrait dans les conditions dans lesquelles le Congolais évolue aujourd'hui. Le pays imploserait. Et ce serait quoi la différence entre ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire pour le journal de Kinshasa Télévision qui s'appelle Kinshasa Direct, et ce que d'autres font? Oui, la différence, c'est que je donnerais plus la parole au petit peuple et aux experts pour éviter toute manipulation, désinformation, intoxication. C'est-à-dire que les informations seront constamment vérifiées avant de le diffuser. Alors, c'est des jeunes avec qui vous travaillez, qui pour la plupart n'ont jamais fait sur terrain, n'ont jamais été sur terrain. Il faut dire qu'il y a eu un casting qui a été réalisé et ils sont parmi les meilleurs. Peut-être d'autres vont nous quitter dans quelques jours. Quel genre de conversation vous avez avec eux? Qu'est-ce que vous voyez Je suis plus un grand frère qu'un patron de la rédaction. Oui. Je les écoute plus. Comme ça que s'il y a à corriger, s'il y a des orientations à faire, je le fais. Et s'il faut encourager, j'encourage ceux qui ont les talents. Alors, ça, c'est une expertise dont on a besoin. Mais quelle est votre vision d'après? Ou, moi, j'aimerais bien que vous restiez avec nous le plus longtemps possible pour qu'on apprenne de vous. Mais est-ce que vous avez des ambitions politiques, peut-être? Parce qu'on en a vu des journalistes qui, après, sont devenus politiques. Non, moi, la politique ne m'a jamais attiré. Et c'est quoi après, alors? Je suis journaliste. J'ai l'ADN de journaliste dans le sang. Je ne vais m'avoir pas faire exercer une profession que celui de journaliste. Je ne me vois pas. Ça ne m'a jamais traversé l'idée un jour de briguer un mandat politique. Ça ne m'a jamais traversé. Je connais trop bien les politiciens. Mais nous savons également que ce métier, c'est difficile.
comme je l'ai dit souvent, de demander à un journaliste d'être objectif s'il a faim. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à le faire même quand on a faim? Parce que nous connaissons les conditions du journaliste congolais aujourd'hui dans ce pays. C'est une question très délicate. Moi, je ne voudrais pas me présenter comme un donneur de leçons. Bon. Je crois que chacun de nous a sa personnalité, son caractère. Je crois que la dignité ne se négocie pas. Se négocie pas. Se négocie pas. Le Christ disait que l'homme ne vit pas seulement du pain. La bonne parole aussi. Parmi les difficultés du journaliste, on en a parlé l'autre jour, c'est que même si on veut faire des choses ventre affamé, il est difficile pour un journaliste de prendre sa caméra et d'aller filmer librement dans la rue aujourd'hui. En RDC, ça c'est un grand problème. Parce que ça, c'est le système. Je crois qu'il existe un arrêté du ministre des Affaires étrangères. On n'est jamais libre de filmer. Oui, c'est-à-dire l'aéroport, les lieux publics, même dans la rue. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le système qui veut ça. C'est-à-dire chaque fois, le journaliste, c'est quelqu'un qui dérange. Et chaque fois qu'on voit une caméra, on se dit, tiens, il va aller dire des choses. Il faut l'empêcher, il faut le contrôler. Tu vois? Alors que le meilleur moyen de vendre notre pays, c'est de montrer cette vraie réalité. Ce n'est pas toujours les poubelles qui jonchent les rues. Non. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit? Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Mais c'est comme ça. C'est le système. C'est le système. Des fois, la personne qui vous interdit de filmer, il n'a même pas un nom de mission. Simplement parce que, bon, il appartient. Il a un certain pouvoir. Voilà. Ouais. Moi, il m'est arrivé une fois, je vis un journaliste blanc sur le boulevard qui voulait prendre l'ambiance. Un type de service est venu lui dire pourquoi. Il était en train de filmer, c'était pour aller présenter. J'ai dit, mais non, mais c'est comme ça que nous vendons mal l'image de notre pays. Kinshasa est en train de se reconstruire aujourd'hui. Nous sommes à la Gombe, il n'y avait presque pas de gratte-ciel à la Gombe. Aujourd'hui, il y a des gratte-ciel. Ben, il faut montrer aux gens que Gombe est en train de changer. Mais quand vous sortez la caméra dehors, vous avez tout de suite. On vous demande des autorisations, des ceci. Ouais, ça rend très difficile le travail de journaliste. Voilà. Bien, monsieur Charles Dimandja Wembi, c'était vraiment un plaisir de vous avoir, un honneur de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est tout à fait partagé. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte. Ok. Bon, c'est toujours un plaisir lorsqu'on voit le fruit de ses efforts. Et quand vous me jetez des fleurs, vous m'envoyez toujours un peu gêné. Je crois que j'ai reçu, je dois donner ce que j'ai reçu. Et gratuitement. Gratuitement. Je crois qu'il n'y a pas d'argent dans le journalisme. Il n'y en a pas. J'ai vu de grands journalistes ici mourir dans les dénouements. Un journaliste comme Jean-Jacques Kandé, Lucien Tchimpompo, Paul Bassonga, j'ai vu comment ils ont fini. Ils n'ont pas fini dans l'opulence. Hein. Il n'y avait pas de building, alors qu'ils avaient des carnets d'adresses. C'est ça la richesse d'un journaliste, le carnet d'adresses. C'est ça qui vous permet peut-être de trouver des solutions aux défis auxquels vous êtes confrontés. Avoir un bon carnet d'adresses et surtout être quelqu'un d'honnête. D'honnête, surtout. Parce que les gens vous font confiance. Ils vous confient parfois, vous font parfois des confidences. C'est à vous de savoir gérer en toute responsabilité. En toute responsabilité. Il y a des choses que vous pouvez savoir, vous-même vous dites, est-ce que si je dis ça, ça ne va pas provoquer ça? Vous prenez en ce moment-là toutes vos responsabilités. Il ne s'agit pas de l'autocensure, non. C'est le sens des responsabilités qui vous dicte ce comportement-là. Voilà, c'est donc ce sens de responsabilité que j'espère que vous allez apporter à Kinshasa Télévision à travers ce que vous allez faire avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Berius pour ce peut-être dernier barou, bonheur de ma vie. Et je prendrai le temps d'écrire mes mémoires. En train de
J'écris déjà. Ok, très bien. On est très impatients de les lire. Bien, merci encore. Allez, merci Marius. Merci beaucoup hein, à vous de nous avoir suivis chez vous. Au nom de tous ceux qui nous ont aidés derrière la caméra et de chez vous, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver avec un autre invité toujours sur ce grand plateau de Marius. Merci, au revoir.